amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue dans Face à l'actu. Le Bénin, dans sa dynamique de consolidation démocratique, traverse des moments décisifs qui interrogent le fondement même de la République. Aujourd'hui, le peuple observe, souvent avec perplexité, le balai des partis qui se déchirent, des institutions qui se créent et des rivalités qui persistent. Trois questions brûlantes s'imposent à nous. La cohésion sociale justifie-t-elle un Sénat dont le cours fait débat? L'opposition minée par des débats a-t-elle encore les moyens d'incarner une alternative crédible? Et enfin, cette guéguerre qui défie le temps entre l'ancien et l'actuel président de la République, quand cessera-t-elle d'être l'homme porté sur notre vie politique? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Et pour débattre de ces sujets, mes invités de tous les jours, Gracien Makoko, merci d'être là, juriste consultant. Merci, monsieur Akilou. En face de vous, Amel Tayan, DP du journal Opinion Aujourd'hui. Amel, bonjour. Bonjour Akilou. Merci d'être présent sur ce plateau pour débattre de cette actualité-là qui, depuis quelques jours, est sur tous les plateaux de médias. Sans plus tarder, commençons par cette actualité institutionnelle majeure qui est la création imminente d'un Sénat. Présenté comme un outil de renforcement de l'unité nationale, son probable coût, malgré les explications de ceux qui portent le projet de révision de la Constitution, est sujet à question. Est-ce que ce sera une institution budgétivore ou bien une institution qui réellement mérite d'être créée pour que le développement souhaité puisse être enclenché? Et Monsieur Makoko, sur le plan juridique et constitutionnel, quelle est la nécessité d'un Sénat au Bénin? La question que vous me posez, à ma compréhension, est celle de l'évaluation de l'opportunité de la création du Sénat au Bénin. Et lorsque l'on décide de répondre à une telle question, il faut d'abord voir l'existence, c'est-à-dire l'actuelle Constitution, puisque toute loi portant révision de la Constitution est évaluée par le juge constitutionnel au travers du miroir de la Constitution qui est là. Et donc, la question de l'opportunité juridique nous amène à nous dire, mais en l'état actuel du droit positif béninois, quand on regarde un peu la Constitution du Bénin, quels sont les éléments, d'accord, les éléments qui existent et dont l'actuelle institution à travers sa composition et à travers ses institutions pourrait être en contrariété. Est-ce que le Sénat tel qu'il est pensé aujourd'hui est en porte-à-faux avec certains principes garantis ou défendus ou qui se retrouvent déjà au niveau de la Constitution qui est là? Et lorsqu'on se pose cette question, on se rappelle que dans notre Constitution, la Constitution actuellement en vigueur, il est clairement martelé que le peuple est le détenteur de la souveraineté, donc il est le détenteur du pouvoir politique, mais ce pouvoir, il exerce soit lui-même par voie référendaire, soit par le biais de ses représentants. Et quand on parle de représentants, il faut y voir le président de la République, il faut y voir les membres composant l'Assemblée nationale. Et donc, au président de la République et de la République, du moins, il y a eu des compétences que la Constitution a accordées parce qu'il est représentant, donc désigné par le peuple, donc quelqu'un qui a la légitimité populaire pour exercer le pouvoir politique au nom du peuple. Donc, ce président de la République, là, le président de la République, a des compétences parce que, justement, il est choisi par le peuple. Le Parlement a également des attributions parce qu'il est choisi par le peuple, il a la légitimité populaire. DP Amel, quelle stratégie on peut adopter pour qu'on puisse voir le peuple à travers l'élection des futurs sénateurs, si éventuellement on arrivait à adopter cette loi-là? Encore que ce ne sera pas une élection de sénateurs. Oui, mais si éventuellement. On s'entend, ce sera membre de Sénat d'office ou nomination de sénateurs. Si on veut quitter cette étape de nomination, parce que c'est ce que le juriste est en train de dire. Oui, je comprends effectivement toutes ces craintes et je partage certaines de ces craintes, cher ami. Moi, d'abord, il faut déjà dire que la Constitution béninoise de 90 à aujourd'hui, rien n'est statique. Le monde est dynamique. Toute innovation ou tout amendement à cette Constitution peut être la bienvenue. D'accord? Puisque le monde change, le peuple change, les défis changent. Ça, c'est un fait. Il faut remarquer que, comme il a dit, c'est l'opportunité.
de cette innovation qui pose problème parfois. Et j'entends dire, selon les explications des défenseurs de cet organe, est-ce que cet organe sera consultatif? N'est-ce pas? Oh, oui. Ce sera consultatif. Mais elle peut sanctionner aussi, on disait. Ah oui? Au-delà, oui, elle peut sanctionner aussi. Cet organe peut sanctionner. Oui, oui, je me disais, oui. Alors, donc, alors que, comme il a dit, il y a déjà ce rôle qui est dévolu à certaines institutions. Est-ce l'échec du Parlement, de l'Assemblée nationale? Est-ce que ceux qui proposent, encore que ce sont des députés qui proposent, qui ont proposé cette loi, cet amendement à la Constitution, est-ce qu'ils ont constaté qu'ils ont échoué au contrôle de l'action gouvernementale? Puisque c'est le contrôle de l'action gouvernementale, une partie du contrôle de l'action gouvernementale qui sera dévolue au Sénat. Est-ce que l'Assemblée, est-ce qu'on se rend compte que l'Assemblée ne joue pas ou est incapable de pleinement jouer son rôle alors? Donc, il y a cette question qui se pose. Non, comme je l'ai dit, le monde est dynamique, les défis changent, on peut amender, on peut porter des amendements sans toucher les bases même de la Constitution. D'accord, allons-y. Si tel est le cas, demandons au peuple de participer. Si ces représentants, qui s'estiment, puisque les représentants du peuple sont au Parlement, et ils s'estiment incapables de jouer pleinement leur rôle, quitte à laisser une partie de ce rôle aux sénateurs, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des institutions. Puisque nous en avons plusieurs. Le CES, le CES est là. Oui. Qui apporte grande chose aussi à la vision du gouvernement, qui accompagne le gouvernement à la ligne directrice que le gouvernement va tracer sur le plan de développement. Mais j'ai pu lire aussi que l'un des rôles aussi, c'est de ce Sénat qui sera créé aussi, c'est pour donner les lignes directrices de développement et autres. La question se pose de savoir, est-ce que c'est au regard de tout ce que nous avons déjà comme institution, est-ce que cette institution est encore opportune? L'autre côté de la chose, qui sont ceux qui seront les parties composantes de ça? On apprend ancien président de la République, ancien président de l'Assemblée nationale, d'institutions, j'entends même des chefs d'état-major. Si on veut faire participer ceux-là qui ont déjà exercé une fonction, est-ce vraiment la création d'un tel organe pour les faire participer? Et au début, vous avez posé la question de savoir quel est l'impact financier. L'un des défenseurs à l'Assemblée a pu dire que Akhenatonde a dit que non, ça n'aura pas d'incidence financière, que en tant qu'ancien tel et ancien tel, il bénéficie déjà des grâces de l'État en tant que retraité ou en tant qu'ancien. Mais suffira-t-il vraiment pour ne pas impacter le volet économique, financier de la chose? Monsieur Gracia Makoko, au regard de tout ce qu'ils ont élaboré au niveau de leur projet de loi, bon, il peut y avoir des amendements. Est-ce que les amendements ne pourront pas amener ce Sénat-là à aller dans les directives que les populations souhaiteraient? Bon, est-ce que c'est la population qui a souhaité la création d'un Sénat? La question est là, puisqu'on a vu débat déjà. Oui, en réalité, c'est l'imagination des partis, d'accord, relevant de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas une question du peuple, ce n'est pas le peuple qui a jugé. Ils sont majoritaires, ils peuvent dire qu'ils représentent une grande majorité de la population. En réalité, ce n'est pas comme ça que les choses doivent être perçues. Ce qui se passe, c'est souvent le débat au niveau de l'Assemblée, c'est sur ces aspects-là. Oui, soit, ce que je voudrais constater en réalité, lorsque vous êtes élu du peuple, vous avez une certaine longueur d'avance. Vous voyez mieux les choses parce que toute personne qui est élevée, d'accord, à une position élevée, arrive à observer un certain nombre de choses. Et c'est dans cette logique que les parlementaires ont trouvé qu'il est nécessaire de mettre en place une institution du genre, d'accord, pour permettre à ce que certaines questions qui ont des difficultés à être résolues puissent être facilement résolues. Quand l'on parle d'un cadre juridique pour permettre aux chefs d'État, à ceux qui ont une certaine expérience en matière de gouvernance de l'État, puissent se retrouver dans le but de se battre pour la cohésion sociale, l'unité nationale, je pense que c'est très bien. Et si
l'institution, d'accord, et l'objectif qui est derrière sa création est de trouver un cadre pour ces autorités, d'accord, ces autorités qu'on va dire, autorités morales, ces personnes ayant une certaine réputation, ayant une certaine expérience. S'il était simplement question, d'accord, de formaliser leur groupe, parce que cela existait d'une manière ou d'une autre, de trouver la formule juridique pour encadrer, d'accord, ce groupe-là, dans le but de les amener, d'accord, à se prononcer sur les questions importantes, notamment pour ce qui concerne l'unité nationale, la cohésion sociale, le dialogue national, le dialogue social, tout ça, ça aurait été une bonne chose. Mais nous sommes ici maintenant dans l'hypothèse d'une institution qui va au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, qui va agir même dans des domaines de compétences normalement réservés au président de la République. Quand on parle de la sécurité et la défense, la Constitution l'a confiée au président de la République. Quand il y a beaucoup d'autres attributions, que ce soit du Parlement, que ce soit du président de la République, et c'était cet élargissement-là qui fait que on se dit, mais est-ce que l'objectif, c'est simplement de permettre à ces sages-là de la République de pouvoir se battre pour la paix, la restauration de l'unité nationale, l'instauration, la préservation de l'unité nationale, etc. De toutes les manières, ce qu'on peut dire est quoi? Que chaque État, au fil des ans, est libre de trouver le modèle politique nécessaire pour la bonne gouvernance, pour permettre à ce qu'il y ait plus de progrès, plus de développement, etc. Mais est-ce que c'est dans ce cadre-là que nous sommes? La question va être posée. L'opportunité juridique, on vient d'en parler, cela pose un problème à la démocratie, parce que dans toute démocratie au monde, il y a certaines attributions que vous ne pouvez exercer qu'en tant qu'élu, en tant que représentant de la nation. Maintenant, le Bénin peut innover. Le Bénin peut décider, puisque le Bénin est libre de dire, bon, désormais, nous, on a d'autres modèles, puisque comme il est dit, la Constitution est fille de son temps et de son peuple, comme l'a dit le professeur Ibrahim David Salami, c'est une réalité. Donc, aller à ces institutions, le peuple est libre de choisir ses institutions, de choisir même ses modèles politiques, de choisir même son système politique. Le peuple béninois est même libre de choisir la démocratie et de penser à un autre système politique. Ça va être Africatie ou quoi d'autre. Nous sommes libres en tant que peuple d'opérer ces choix-là. Maintenant, il va être question maintenant d'amener la population à être imprégnée, d'accord? Il faut que le débat se fasse. Lorsque on veut aborder ces questions, les questions qui ont pour finalité de toucher au modèle auquel nous sommes habitués, au fondement même de notre système politique, et que l'on décide que ce soit des questions traitées en urgence, dans des temps records, ça amène à douter de la bonne foi des initiateurs. Parce que qu'est-ce qui presse? D'accord? À partir du moment où l'homme politique se lève, il propose des réformes et en plus de cela, il ne permet pas aux uns et aux autres, d'accord, d'être imprégnés de la question. Le peuple n'est même pas encore imprégné de la question et lorsqu'on décide à ce que les choses soient décidées urgemment, là, ça éveille les soupçons. Peut-être que c'est des soupçons à tort, peut-être que ce sont des suspicions à tort, mais de toutes les manières, ça éveille les soupçons et les gens commencent par douter de la bonne foi. Maintenant, pour ce qui est de la répercussion financière, on ne peut pas nous convaincre que ça ne va pas avoir d'impact financier. C'est impossible. Et c'est vrai que les anciens présidents de la République ont un certain traitement, les chefs d'état-major, leur retraite et tout ce qui va avec. Mais il est dit dans la proposition que le Sénat va avoir une administration. L'administration ne peut pas fonctionner sans moyens. Il faut un personnel qui va être rémunéré. Là, il y a tout cela. Oui. Donc, ça va avoir forcément un impact financier. Maintenant, pour des institutions qui vont avoir d'impact financier, alors que dans le pays, il y a certaines institutions que les gens jugent entre griffes budgétivores, et alors que nous sommes dans une logique depuis 2016 où on demande même au peuple de faire des sacrifices, d'accord, pour serrer les ceintures, pour utiliser la formule fatidique, on s'attend en réalité à ce qu'au niveau du paysage institutionnel, que l'on ne puisse pas avoir des institutions de trop. Je ne dis pas que le Sénat va être une institution de trop, mais juste en train de dire que sa création va forcément avoir des implications financières. Et pour cela, on ne va pas débourser de l'argent en tant que contribuable pour des institutions qui ne vont pas être efficaces, pour des institutions dont on n'aura
pas besoin. Et donc, il va falloir que le débat se fasse pour que les élus puissent expliquer aux uns et aux autres l'opportunité de la création de l'institution. Et je pense qu'après cela, ce serait quand même naturel que les gens accompagnent parce que tout le monde serait en train de se rendre à l'évidence que, c'est une institution dont on a besoin parce qu'aucun Béninois ne peut dire aujourd'hui qu'il ne veut pas d'un cadre formel où on va avoir nos sages qui vont se préoccuper des questions liées à l'unité nationale, les questions liées à la paix sociale, les questions liées au dialogue. Lorsque les politiciens se retrouvent sur les rings, pour utiliser une expression du président de la République, il y a quand même des autorités morales qui puissent venir arbitrer. Tout le monde est d'accord. Maintenant, je voudrais que le débat puisse être fait. D'accord, si le débat est fait, chacun se rend compte que cela est pertinent. Et je vois que tout naturellement, même si ça va être coûteux, lorsque l'institution est opportune, on peut opérer ce choix-là et y aller. Voilà, nous sommes en train de boucler ce premier sujet alors que les institutions se consolident ou bien se complexifient, puisque c'est ça, vous êtes en train d'expliquer. La scène politique, elle montre des signes de fragilité, particulièrement du côté de l'opposition, ce qui nous permet d'aborder notre second sujet qui a trait à la crise et que traverse le parti de l'opposition, les démocrates. Quel avenir pour l'opposition au regard de tout ce que nous sommes en train d'observer du côté des démocrates? Car l'actualité récente a été marquée par une hémorragie de cadres au niveau de ce parti-là, avec les départs qui se sont signalés de part et d'autre et des critiques à l'endroit du premier responsable de ce parti-là. Est-ce que cette crise-là est-elle le symptôme d'un mal plus profond que ce que nous sommes en train d'observer au niveau de l'opposition? Selon moi, oui. Selon moi, oui. Pourquoi? Selon moi, oui, la crise est plus profonde que ce que nous sommes en train de voir maintenant. Et je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Nous l'avons dit ici, sur ce plateau, que j'avais utilisé ces morts. C'était mort pour un moment où il devait... ça ferait pour la présidentielle. J'avais dit que c'était mort pour eux. Effectivement, c'est mort. Ils ne sont pas partis. Et pour moi, je ne suis pas oiseau de mauvais augure, mais je dis qu'il y aura encore plus de démissions dans les jours à venir. D'accord. Ils n'ont que 22 députés. Hein? Ils ont perdu 6. Oui. Moi, ce que je suis en train d'entrevoir pour les démocrates, ils vont mourir de leur propre mort. Et j'ai même déjà lu un confrère qui dit, est-ce que les démocrates ne vont pas devenir FCBE bis? Question. Et tout porte à croire que ce sera le cas. Bientôt, selon les indiscrétions, il y aura cassure et le groupe va se scinder en deux. Le groupe va se scinder en deux, des gens vont sortir. Il y aura une création d'un nouveau parti. Il y aura création d'un nouveau parti. Peut-être on attend la période électorale, tout ça, mais ce que vous voyez là, en tant que 22, vous allez voir à la fin de la législature, c'est 22, bien avant même, on pourrait voir, mais il y a une certitude. Après les législatures, ces 22 vont se casser. De toute façon, ils n'ont que 2 mois ou bien 3 mois plus. Ça va se casser parce que vous avez encore appris ce qui s'est passé à la Sénat lors du dépôt des candidatures pour les communales. Exactement. Où des hauts cadres de ce parti ont failli en venir aux mains. Oui. C'est une union de factices que nous sommes en train de voir. Même les 22 que nous sommes en train de voir là. Plus rien ne va au niveau des démocrates. Plus rien ne va. Le groupe est en deux. Et comment sauver la BAC? Comment sauver la BAC? C'est à eux de savoir. Si leur leader, qui a récemment une retraite sanitaire, demandé qu'il y aura une retraite, est-ce que vraiment il y aura cette retraite sanitaire? On attend de voir. Il est le seul à pouvoir encore sauver les démocrates. S'il ne se prononce pas et se met à l'écart, ce qu'il a semé va germer. Est-ce que c'est lui qui a semé? Oui, je vous l'ai dit ici. Moi, je l'ai dit. Je prends pour Boni Yahi, seul responsable de ce qui se passe. Il a manqué de leadership. Je l'avais dit sur ce plateau. Tout ce qui s'est passé, il a vraiment manqué de leadership, d'anticipation. Ce n'est pas un politique. Il est tout sauf. Il a beau être un ancien président, il a fait de beau, mais il est tout sauf. Et il n'a pas vraiment appris de tout. Il n'a pas engrangé de toute son expérience là. Il n'a pas appris de. Il est tout sauf politique. Oui, il n'était pas président d'un parti politique, ça il apprend. Et là, dommage. Dommage, les démocrates vont mourir de leur propre. Vous allez voir, il y aura démocrate tel, démocrate tel, où ça va changer de nom.
Monsieur Gassama Koko, au regard de ce que nous observons au niveau du Parti Les Démocrates, les démissions et autres, qu'est-ce que prévoit la loi pour pouvoir consolider les partis afin que nous n'assistions pas à ces cassures-là? Parce que au départ de la réforme du système partisan, on se disait que la transhumance politique était terminée, mais est-ce que c'est réellement terminé? Vous savez, dans un état de droit, on ne peut pas supprimer une liberté. La possibilité de se mettre en association. Puisqu'il faut le rappeler, un parti politique reste une association. Donc, il y a la liberté de s'associer qui comporte en même temps la liberté de ne pas s'associer. Donc, il est difficile qu'un État prenne des tests pour empêcher une personne de démissionner d'une association et donc de démissionner d'un parti politique. Donc, ça, c'est déjà l'invariant perpétuel. Alors, ce qui se passe au niveau du Parti Les Démocrates, lorsque j'ai suivi le développement de mon co-débatteur, je me suis dit peut-être que, parce qu'on l'a relevé, que la création du Sénat, au plan du droit, n'est pas sans reproche. Au plan du droit, n'est pas sans reproche. Mais je suis en train d'entrevoir que sur un plan tout à fait politique, cette création semble se justifier lorsque nous prenons notamment le cas d'école du président Boniaï et de beaucoup de présidents d'institutions, beaucoup d'anciens présidents d'institutions. Vous savez, depuis que le président Patrice Talon a pris le pouvoir, il y a un ancien chef d'État qui s'est retrouvé sur la scène politique, non pas pour arbitrer, mais pour jouer. C'est un élément un peu menaçant pour la cohésion sociale. Mais on a vu Hollande est député du côté de la France. Non, je ne refuse pas. On va comparer deux choses comparables. Les autres ont une éducation institutionnelle. Ils ont le sens de l'État. Parce que vous n'allez pas voir Hollande en train de vouloir faire de la politique politicienne. Oui. Ce n'est pas pour dire que le président Boniaï a mis de bâton dans les roues de quelqu'un. Je n'en ai pas les preuves. Ou que cela a été fait. C'est possible quand sur l'intervention, la dernière sortie du président de la République, il a annoncé, mais à titre personnel, je n'ai pas les éléments pour soutenir ou ne pas soutenir cela. Et ce que je voudrais dire, c'est quoi? Sous nos cieux, dans les États africains, nous avons une tradition du culte de l'ancien. Et on sait que l'ancien a le devoir de réunir tous les enfants. Et si on doit regarder un ancien chef d'État comme un ancien père de la nation, il ne devrait plus être quelqu'un qui est de camp politique. Il devrait être là pour se battre pour la nation. Et même lorsque le président en exercice pose des actes qui sont manifestement contraires à la cohésion nationale, parce que ça peut arriver. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, on peut faire des erreurs. Et le fait, même pour un ancien président, de faire des sorties publiques pour aller contre l'action qui a été posée par celui qui est au pouvoir, je pense que cela n'est pas trop cohérent. D'accord? Il devait être là pour pacifier le peuple, d'accord? Et aussi pour aller parler au président en exercice, parce que s'il le fait comme ça, c'est qu'il est en train d'agir comme une autorité morale, quelqu'un qui peut écouter tout le monde, et lorsqu'il va parler, sa voix va porter. Mais s'il se retrouve dans un camp politique, contre un ou contre d'autres camps politiques, ça va être difficile, et parce qu'il a toujours des soutiens, et un ancien président va toujours avoir de soutien, c'est que le fait qu'il se retrouve sur le terrain politique va forcément menacer la cohésion sociale. Ça fait un premier élément. Et le second élément est que lorsque vous avez regardé le professeur Olo, d'accord, le professeur Robert Dossou et quelques ténors, des gens qui ont un parcours très important, c'est sous la gouvernance du président Patrice Talon, c'est la toute première fois que ces personnalités-là ne sont pas au niveau des institutions de la République. Or, lorsqu'ils étaient du moins au niveau des institutions de la République, ils étaient encadrés par le droit de la réserve. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ne pourront pas dire. Mais il s'agit de personnalités tellement éclairées.
Souvenez-vous, lors de la modification de la Constitution, lors du code électoral, d'accord, les reproches qui ont été les plus audibles, d'accord, au niveau de cette réforme-là, sont généralement les reproches qui ont été portés par le professeur Olo, le professeur Robert Dossou. Or, si c'était des gens qui se retrouvaient à l'intérieur d'une institution, d'accord, ils n'allaient pas faire des sorties publiques. Et s'ils ne font pas de sorties publiques, ça veut dire que l'opinion ne sera pas divisée. Je ne dis pas que leurs sorties n'ont pas eu de vertu. Ça a permis au peuple de comprendre. Et là, je suis en train de parler de la justification de la réforme par rapport à la réforme tenant à la création de leur Sénat sur un plan tout à fait du Sénat, pardon, sur un plan tout à fait politique. Pour dire que ces gens, parce qu'ils ont déjà l'expérience, parce qu'ils sont une autorité morale, est-ce qu'il n'est pas bon de trouver la formule nécessaire pour les empêcher, entre griffes, d'accord, de prendre n'importe comment la parole, d'accord, pour s'exprimer publiquement. Parce que de toutes les manières, cela aura un effet, d'accord, notamment pour ce qui est des anciens présidents de la République, un effet sur la cohésion sociale. Donc, nous sommes dans des hypothèses pour voir ce qui peut justifier la création du Sénat sur un plan tout à fait politique. Maintenant, est-ce que le choix de les mettre là pour les empêcher de s'exprimer est un choix qui va dans le sens de les contrôler, ou est-ce que c'est un choix qui permet de les mettre dans un cadre afin de mieux canaliser leurs expériences, puisqu'ils puissent mettre leurs expériences au service du peuple? Je pense que si c'est le cas, ça va être vraiment profitable pour la nation. Mais ce qu'on doit retenir est que quand on regarde certaines personnalités politiques d'un certain niveau qui prennent position, c'est toujours menaçant pour la cohésion sociale et pour la paix sociale. Donc pour cela, on peut dire bon, que ces anciens présidents-là, ils vont être en réalité des personnalités de dernier recours. D'accord? Ça ne doit pas être des gens qui vont être au niveau des camps. C'est vrai, quand vous prenez le professeur Olo, le professeur Robert Dossou, c'est des gens qui ont toujours donné leur position d'un point de vue purement juridique, d'accord? Et ça a toujours éclairé la lanterne de la population. Quand vous prenez le président Boni Yayi, qui devrait continuer à être le père de la nation, il a un camp politique et nous savons que cela a des répercussions négatives sur la paix sociale. Et si à l'avenir, on peut corriger ces choses-là, ça va être vraiment bon pour le pays. Moi, je voudrais même ajouter, au cas où cette loi passait et qu'on crée le Sénat, qu'on supprime le médiateur de la République, qu'on supprime le médiateur, ce poste de médiateur de la République. Tout à fait. Bon, parce que ils seront désormais ces sénateurs, les médiateurs de la République. Voilà ce que nous sommes en train de dire en termes d'institutions, ou si ce n'est pas une institution de trop, où il ne va pas prendre le rôle de certaines institutions qui existent. Peut-être que c'est prévu par la suite. Peut-être. Oui, M. Makoko était en train de parler de ces anciens présidents de la République, sans citer Nicéphore Soglo, qui parfois est critique, parfois apprécie aussi. Non, la démarche du président Soglo n'est pas tout à fait la même chose que le président Boni Yayi. Non, ça c'est clair. Parce que le président Boni Yayi a un camp politique. Ça c'est clair. Et il est président d'un parti de l'opposition. Ça, je pense que c'est un peu dérangeant. Par contre, le président Soglo, il se prononce. Et quand vous regardez un peu sa démarche, lorsqu'il n'est pas d'accord, il dit qu'il n'est pas d'accord. Et ça a été généralement après des rencontres qu'il a eues avec le président. On l'a vu dans beaucoup de rencontres avec le président de la République. Et il est arrivé des moments où il a été d'accord, il a félicité le président de la République. Cette démarche n'est pas trop reprochable. On voit quand même que c'est quelqu'un qui n'a pas de parti pris. Il n'est pas là forcément pour bloquer le développement. Il n'est pas là forcément pour un camp politique. Mais il est là, il encourage, d'accord, un prédécesseur lorsqu'il fait bien et il désapprouve lorsqu'il estime que ce n'est pas bien fait. Cette démarche est une démarche un peu lucide à mon sens, n'est pas trop reprochable à mon sens. Mais pour le cas du président Boni Yayi, d'accord, quelqu'un qui a dirigé un État pendant plusieurs moments se retrouve à être au niveau d'un parti de l'opposition. C'est vrai que la loi n'a pas interdit cela, mais ça pose un problème à la paix sociale, ça pose un problème à l'unité nationale, parce que vous savez, il y a peut-être des cadres, parce qu'ils ont été proches du président Boni Yayi, ils auraient pu apporter beaucoup à la gouvernance actuelle. Mais compte tenu de certaines affinités, ils sont devenus opposants au régime. Et c'est une perte pour l'État
Donc, si on peut agir de sorte à ce que les anciens présidents ne puissent plus se retrouver au niveau des camps politiques et ils vont être là simplement pour l'État, pour le pays, d'accord, pour niveler ce qui ne va pas, je pense que ça va être profitable. Ça, c'est ce que je crois. Encore que oui. le cas Boni Yayi est un cas à part. Au regard de la dernière sortie du président Patrice Talon, on voit que même s'il y avait d'autres présidents, c'est vrai, sous le poids de l'âge, le président Nicéphore Soglo ne se fait plus parler de lui sous le poids de l'âge, tout ça en Europe, d'accord. Mais moi, avec l'analyse que je fais, s'il y avait même un autre ancien président, ce ne serait pas le cas. Le cas Boni Yayi et le président Patrice Talon, c'est un autre cas à part. C'est ce que nous allons aborder au niveau de notre troisième et dernier sujet, à savoir guéguerre, Talon, Yayi, à quand une fin réelle de cette guéguerre-là. Au regard de la dernière sortie du président, a quand même déjà donné le ton. Il a appelé à la fin de cette guéguerre. Il y a une partie déjà, puisqu'il est partie prenante de cette guéguerre, il a appelé à ce que cette guéguerre puisse finir pour le bonheur du peuple béninois. Parce que on se rend compte que ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question de contrôle du gouvernement ou des actions. Non, c'est une question personnelle où on se rend compte que délibérément, les deux, tout ce qui se fait, toute décision qui se prenne, les deux, ils s'en veulent, les deux veulent quand même se lancer des pics et j'ai vu le président Patrice Talon fatigué de cette guerre. Je l'ai vu fatigué de cette guerre et il a appelé de tous ses voeux à la fin de cette guerre entre lui et Patrice Talon. Il a même voulu il faut une loi qui empêche ces anciens présidents de faire la politique. C'est comme l'a dit le juriste tout à l'heure, on se rend compte que ce n'est plus une question de politique, ce n'est plus une question de contrôle de l'action gouvernementale, que c'est une question de politique politicienne. De politique politicienne entre les deux. Et donc, il a émis ce vœu de faire émerger une loi qui puisse empêcher les anciens présidents de faire carrément la politique. Parce qu'il a constaté que ça a nui à sa gouvernance, ça l'a fatigué personnellement, personnellement. Il a fait des révélations. Où délibérément l'ancien président veut faire échouer les réformes, bien que elles soient salvatrices ou non. L'ancien président ne veut rien savoir, il veut faire échouer les réformes en tant que président du principal parti de l'opposition. Donc, à quand cette guerre, on espère que ces vœux feront écho chez le président Patrice Talon, chez le président Boni Yayi, qui lui-même a déjà annoncé une retraite. On ne sait pas si c'est temporaire, sanitaire. Donc, va-t-il revenir encore en force peut-être? En force. Donc, reste à savoir, une chose est sûre, le peuple est fatigué parce que on se rend compte qu'elle est flagrante. Elle est flagrante, cette guerre entre les deux. On se rend compte, franchement, le peuple est fatigué de cette guerre. Le peuple veut une opposition constructive. Le nouveau président qui sera élu a besoin d'une opposition constructive. Et il va falloir vraiment que les deux puissent faire la paix et quitter la scène politique pour le bonheur du peuple béninois. Oui, Amel Dektayon disait que le peuple est fatigué. Au regard de tout ce qu'on a eu à observer au niveau du parti de l'opposition, les démocrates du côté de l'Assemblée nationale, ils ont eu à voter toujours contre toute loi, même si la loi, la loi est favorable. Moi, je n'ai jamais apprécié cette démarche. Mais on doit savoir quand même que le peuple béninois a besoin de la paix. Le peuple béninois veut voir ces deux anciens présidents-là se réconcilier, parce que s'ils se réconcilient, ce n'est pas pour eux-mêmes, ce n'est pas pour leur famille, c'est pour le peuple béninois. Oui, mais on dit souvent qu'il faut laisser derrière soi le passé pour construire l'avenir. Peut-être que c'est tout ça là, c'est ce vers quoi on s'en va. Oui, et on peut lire cela aussi dans la démarche du président Boni et du président Patrice Talon. Et on voit que lui, il est prêt déjà pour la réconciliation. On attend le président Boni Yayi et j'ai de raisons de croire que le président Boni Yayi aussi va accepter cette main tendue et que d'ici quelques jours, ce serait la fin de cette guerre-là. Pour un pasteur comme Boni Yayi, un homme pieux, un homme croyant, est-ce qu'il peut ne pas accepter cette main tendue? Non. Au-delà de tout, on a vu que c'est vraiment
un président qui a un grand cœur et qui facilement, moi, personnellement, il a toujours montré cette approche-là, attentive, facilement, on l'a vu en 2016. On craignait cette passation-là au regard de tout ce qui s'était passé en 2014-2015. Juste qu'il a eu à offrir une Bible. Une Bible au nouveau président avec des accolades. Oui. Donc, j'ai aussi espoir vraiment que cette paire très voulue sera bientôt effective entre les deux. Je sais le président Boni Yayi qu'il laisse facilement et qui saura pardonner, ils sauront se pardonner, se tendre la main pour cette paix vraiment voulue par la population. Parce que bientôt, ils seront les deux présidents, anciens présidents plus actifs et plus en forme pour que le Bénin... Aux côtés de l'ancien président aussi, j'ai ajouté plus en forme. Plus en forme. On sait que sous le poids de l'âge, le président Soglo s'est éclipsé, sort rarement, mais très bientôt, en 2026, les deux présidents seront plus en forme et le Bénin le président qui sera élu va bénéficier de leur expérience et de leurs conseils. Qui sait, peut-être dans ce cadre du Sénat ou de façon individuelle. Voilà, chers invités, merci. C'est une page qu'il serait urgent de tourner, comme vous l'avez dit, pour permettre au Bénin d'avancer vers des perspectives plus heureuses. Donc, nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Merci pour vos analyses pertinentes qui nous ont permis de voir un peu plus au-delà de tout ce qui avait été dit par les députés, par les uns et les autres, et qui nous permet de voir des horizons que nous pourrons explorer pour pouvoir mieux informer ceux qui nous suivent. Donc, voilà. Amel, merci d'être là. Merci. Monsieur Makoko, merci. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.